La science officielle décrit le Sahara avec des mots ennuyeux, sable, vent, chaleur. Mais creusez un peu plus profond, et le tableau s'effondre. Sous les dunes reposent les ossements de monstres marins. Dans les roches, le verre se forme d'une manière qui défie toute explication naturelle. Et toute une civilisation a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Aujourd'hui, nous passons en revue 10 anomalies qui restent officiellement sans explication. Et les 3 derniers faits m'ont fait me demander si nous connaissons vraiment ce désert, tout court. Chers spectateurs, je ne vais vous prendre que 15 secondes. Si vous souhaitez soutenir mon travail, laissez un j'aime et un commentaire. C'est la meilleure façon d'aider la chaîne à se développer. Bon visionnage. Et à la 10e place de notre classement, voici le désert noir. Un endroit qui a l'air de la surface d'une autre planète et qui n'a franchement rien à faire sous cette forme-là. Imaginez le Sahara tel que la plupart des gens se le représentent. Du sable doré, des dunes ondulantes, la chaleur qui tremble à l'horizon. Maintenant, retirez tout ça. Ce qui s'étend sur une vaste partie du désert occidental égyptien, à peu près à mi-chemin entre Le Caire et la frontière libyenne, est quelque chose de presque violemment différent. Le sol est noir, pas brun foncé, pas gris charbon, vraiment noir, uniformément noir. Recouvert de millions de roches volcaniques acérées qui absorbent la chaleur du désert avec une efficacité presque cruelle, le paysage ressemble moins à l'Afrique qu'à la croûte en train de refroidir d'une coulée de lave sur une lune lointaine. Voici le désert noir, connu localement sous le nom d'Al-Sahara al-Saouda, et il couvre des centaines de kilomètres carrés d'un terrain que la personne moyenne ne verra jamais sur une photo étiquetée Sahara. Sa couleur vient de la dolérite, une roche ignée, dense et sombre, expulsée par d'anciens volcans actifs dans la région des millions d'années avant même que le Sahara ne devienne un désert. Sous la dolérite se trouve un calcaire pâle, et l'érosion éolienne a passé des dizaines de millions d'années à arracher lentement la matière la plus tendre, laissant la roche volcanique plus dure à nu à la surface, comme une peau sombre sur des eaux plus claires. En journée, ces roches noires atteignent des températures de surface supérieures à 80 degrés Celsius. Vous ne vous brûlez pas la main sur une plaque de cuisson brûlante, vous la brûlez sur le sol lui-même. À midi, l'air au-dessus du désert se tord et scintille, tandis que la chaleur convective remonte de la surface surchauffée, pendant qu'une couche thermique, venue d'en haut, piège la chaleur sous une sorte de couverture d'immobilité. Le son se comporte étrangement dans cet environnement. Les conversations semblent étouffées, les distances paraissent fausses, et le silence est dense d'une manière qui ressemble moins à une absence qu'à une pression. Des équipes de tournage ont utilisé le désert noir comme décor pour des paysages extraterrestres, et quiconque a vu des photos comprend immédiatement pourquoi. Mais le désert noir n'est pas qu'un spectacle. C'est aussi un registre géologique. Les formations volcaniques dispersées à sa surface témoignent d'une période d'activité tectonique importante en Afrique du Nord, une époque où les plaques sous le continent étaient en pleine agitation et où la Terre, au-dessus, en expulsait les conséquences. Ces volcans se sont tus depuis plus longtemps que n'existe l'évolution humaine. Pourtant, leurs traces physiques sont toujours là, à ciel ouvert, lisibles pour quiconque accepte de marcher dessus. Juste à côté du désert noir, séparé seulement par un changement d'époque géologique, s'étend le désert blanc, une zone de formation de craie et de calcaire sculptée par l'érosion du vent en forme de champignons, de silhouettes humaines, d'animaux et de ruines d'architecture. Le contraste entre les deux, noir et blanc, volcanique et sédimentaire, brut et sculpté par le même vent du désert pendant des millions d'années, est si extrême que le paysage semble mis en scène. Deux mondes géologiques qui partagent une frontière, appartiennent à des chapitres différents de l'histoire de la Terre, et donnent l'impression d'avoir été conçus pour faire passer un message. C'est ici que nous commençons aujourd'hui, et ce point de départ compte. Le désert noir prouve que le Sahara n'est pas ce que la plupart des gens imaginent. Ce n'est pas du sable, ce n'est pas un environnement unique, c'est un continent dans le continent,
un espace immense et assez ancien pour contenir des aires géologiques, pour conserver la trace d'événements survenus avant l'existence des mammifères, pour être totalement différent selon l'endroit où l'on se tient. Les anomalies qui nous attendent sont encore plus étranges, mais aucune d'elles n'a de sens sans comprendre d'abord que le Sahara est déjà extraordinaire, avant même qu'on y cherche quoi que ce soit d'inhabituel. Et à la 9e place, une dune qui chante. Et la science, malgré tous ses efforts, n'arrive toujours pas à expliquer complètement pourquoi. Posez le pied sur un certain tronçon de sable saharien et le sol sous vos pas se met à produire un son. Pas le léger chuintement de grains poussés par le vent, pas le craquement d'une roche qui se tasse, quelque chose de bien plus volontaire. Une note grave et résonnante s'élève du sable lui-même, s'approfondit en quelques secondes, puis se propage en vagues que vous sentez dans la poitrine avant même que vos oreilles ne les identifient vraiment. Ceux qui l'ont entendu le décrivent comme un corps de brume, le moteur lointain d'un avion, le gémissement prolongé de quelque chose d'énorme enfoui juste sous la surface. Dans certains cas documentés, le son dépasse les 100 décibels, l'équivalent d'un moteur de moto lancé à pleine vitesse à 1 mètre de votre oreille. Rien de visible ne semble en être la cause. Ce phénomène est connu sous le nom de sable chantant ou de dune grondante, et le Sahara en offre certains des exemples les plus spectaculaires de la planète. Des grondements ont été documentés au Maroc, en Algérie, ainsi que dans les systèmes désertiques libyens et égyptiens. Pendant des siècles, les caravanes qui traversaient ces champs de dunes ont enregistré ce son et ont bâti toute une mythologie autour de lui. Au XIIIe siècle, Marco Polo écrivait avoir entendu le désert gémir lors de ses voyages en Asie centrale et attribuait ce bruit, comme l'aurait fait tout voyageur médiéval raisonnable, à des esprits. Les communautés bédouines ont développé des traditions spécifiques autour des dunes réputées pour leur voix, considérant certains lieux comme sacrés ou comme des endroits d'avertissement. Des manuscrits arabes médiévaux décrivent les qualités acoustiques de certains systèmes dunaires avec assez de précision pour que les chercheurs d'aujourd'hui puissent identifier les formations dont parlaient leurs auteurs. L'explication scientifique est arrivée lentement. Plusieurs hypothèses ont circulé. Électricité statique accumulée entre les grains, air piégé s'échappant à travers la surface, résonance provoquée par des cavités dans la roche en dessous. Et aucune n'a résisté aux tests expérimentaux. L'explication aujourd'hui retenue, issue de recherches de terrain menées au début des années 2000, propose que le grondement se produise lorsqu'une grande masse de sable, tout un versant de dune, se met à glisser d'un seul coup. Quand les grains ont à peu près la même taille et la même forme, ils vibrent à l'unisson pendant la descente, comme les cordes d'un instrument accordé sur la même fréquence. Cette vibration synchronisée produit des ondes sonores que la dune amplifie et projette, en agissant comme une chambre de résonance naturelle. Les dunes plus grandes et plus profondes produisent des sons plus graves et plus puissants. Les formations plus petites produisent des sons plus aigus et plus brefs. Ce modèle est cohérent, il ne ferme pas complètement la question. Les géologues ne peuvent pas prédire à l'avance quelles dunes vont gronder. Vous pouvez marcher sur des kilomètres de terrain visuellement identiques et n'entendre absolument rien, puis poser le pied sur un seul versant et sentir la terre se mettre à gémir sous vous. Les chercheurs peuvent confirmer, après coup, qu'une dune grondante présente des caractéristiques de grains compatibles avec le modèle de synchronisation. Aucune méthode n'a encore été mise au point pour identifier une nouvelle dune grondante avant qu'elle ne se fasse entendre. Le domaine reste essentiellement réactif. Les scientifiques arrivent après les témoignages, puis expliquent ce qu'ils ont sous les yeux une fois le phénomène passé. Plus important encore, un petit nombre d'articles évalués par des pairs décrivent des grondements survenant dans un air parfaitement immobile, sans aucune perturbation physique de la dune, du sable qui émet son ton sans vent, sans mouvement, sans déclencheur apparent. Ces observations ne cadrent pas avec le modèle de vibration synchronisée. Elles figurent dans la littérature scientifique, elles sont reconnues, puis mises de côté,
ce qui est la façon polie, en milieu professionnel, d'admettre que l'explication complète n'a pas encore été écrite. Quand vous vous tenez sur une dune grondante et que la note monte du sable, entre par la plante de vos pieds, remonte à travers vos os et atteint votre poitrine sous forme de vibration avant que votre cerveau ne l'identifie comme un son, vous franchissez un seuil que l'audio ordinaire n'atteint pas. Vous n'écoutez pas un lieu, vous êtes à l'intérieur d'un son que le sol produit depuis lui-même. Les voyageurs anciens qui disaient que certaines parties du désert étaient vivantes n'inventaient pas une mythologie. Ils rapportaient, avec les mots dont ils disposaient, quelque chose de réel. Et à la 8e place, la Fata Morgana, le mirage qui a provoqué des naufrages, poussé des voyageurs du désert à la mort et convaincu des cartographes chevronnés de tracer des lieux qui n'existent pas en n'utilisant rien d'autre que la lumière. La Fata Morgana est le phénomène optique naturel le plus complexe sur Terre. Son nom vient de la légende arthurienne, Morgane la fée, la sorcière et demi-sœur du roi Arthur, qui, selon la tradition médiévale, faisait surgir au-dessus de la mer des châteaux flottants et des îles fantômes pour attirer les marins sur les rochers. Les marins qui naviguaient dans le détroit de Messine, entre la Sicile et la péninsule italienne, ont rapporté si souvent des villes suspendues dans les airs, avec des détails si constants pendant tant de siècles, qu'ils ont officiellement donné à ce phénomène son nom. La légende a survécu parce que l'expérience qu'elle décrivait était bien réelle et reproductible. Dans le Sahara, la Fata Morgana agit à une échelle qui engloutit tout l'horizon visible. La physique est bien comprise. Dans certaines conditions atmosphériques, des couches d'air à différentes températures se forment à différentes hauteurs au-dessus du désert. L'air chaud reste près du sol. Au-dessus, un air plus frais et plus dense s'installe. Les rayons lumineux qui passent d'une couche à l'autre se courbent, un processus appelé réfraction. Et ce que reçoit l'œil est une image correspondant à un objet réel, mais pas à l'emplacement réel de cet objet. Ce que le cerveau voit alors n'est ni un simple scintillement, ni la fameuse illusion des flaques de chaleur sur l'asphalte brûlant. C'est une reconstruction complète du monde visible. Des objets lointains, falaises, végétation, chaînes de collines bien au-delà de l'horizon physique, semblent soulevés dans les airs, étirés verticalement, inversés, parfois dupliqués en copies empilées d'eux-mêmes. Des villes apparaissent à l'horizon, avec des détails identifiables, murs, tours, rues. Des navires semblent flotter à des dizaines de mètres au-dessus de la surface de l'eau. Des massifs montagneux planent avec le ciel vide en dessous. Le Sahara réunit les conditions de la Fata Morgana plus sûrement que presque n'importe où ailleurs sur Terre. L'association d'une chaleur de surface extrême, d'un relief plat et dégagé, et du gradient thermique spectaculaire entre le sol surchauffé et l'air au-dessus, crée l'atmosphère stratifiée nécessaire à l'effet. Des mirages sahariens documentés ont produit des images nettes d'objets situés à des centaines de kilomètres au-delà de l'horizon physique. Des objets qui, dans des conditions normales, seraient totalement invisibles à cause de la courbure de la Terre. Les conséquences historiques ont été mortelles. Plusieurs récits documentés dans les archives d'exploration nord-africaines décrivent des chefs d'expédition suivant pendant des heures, parfois toute une journée, ce qui ressemblait à une source d'eau ou à un village, pour voir ensuite cette image conserver une distance parfaitement fixe, quelle que soit la distance parcourue. L'image ne présentait aucune déformation. Rien n'indiquait qu'elle n'était pas la réalité physique. La tradition orale bédouine conserve des morts attribués à cela, des gens morts de soif en poursuivant de la lumière. Un récit tiré des archives militaires françaises du XIXe siècle décrit une colonne de soldats dans le désert algérien qui passa la majeure partie d'un après-midi à marcher vers ce que leurs officiers tenaient unanimement pour un groupe de palmiers entourant un puits. Ils avancèrent au pas de marche pendant des heures. Les arbres gardaient parfaitement leur distance, même proportion, même solidité apparente, sans jamais vaciller. Quand les conditions atmosphériques changèrent enfin et que l'image se dissipa,
4 hommes s'étaient effondrés d'épuisement dû à la chaleur et ne purent pas continuer. Les arbres n'avaient jamais existé, le puits n'avait jamais existé. L'oasis avait été entièrement construite par de la lumière déviée sous le mauvais angle à travers un air surchauffé, et elle avait trompé le jugement professionnel d'officiers militaires formés avec autant de facilité qu'elle aurait trompé n'importe qui d'autre. Un deuxième récit, tiré des relevés du désert égyptien du début du XXe siècle, décrit une équipe géologique suivant ce que ses instruments et son accord collectif confirmaient être un lac. De l'eau clairement visible, ondulant apparemment sous une légère brise, assez proche pour que l'équipe débatte de la rive sur laquelle installer le camp. Ils marchèrent vers lui pendant 2 heures. Le guide bédouin le plus expérimenté de l'équipe refusa finalement d'aller plus loin. Il s'assit dans le sable, ne dit rien et attendit. Quand le gradient de température se modifia 1 heure plus tard, le lac disparut en quelques minutes, non pas en s'estompant peu à peu, mais en cessant simplement d'exister, remplacé par une plaine de sable s'étendant jusqu'à l'horizon. Le guide avait déjà appris cette leçon, à un prix qu'il choisit de ne pas raconter. Il savait ce que les autres n'avaient pas encore compris. Certains plans d'eau dans le Sahara ne répondent qu'à la patience. On ne peut pas les atteindre, on ne peut que les survivre. Ce qui rend la Fata Morgana saharienne catégoriquement différente d'un simple mirage de chaleur, c'est la qualité de la tromperie. L'image produite est optiquement authentique, formée par de vrais rayons lumineux provenant d'un vrai objet, déviés et redirigés par la physique de l'atmosphère. L'objet représenté est réel. Seul son emplacement est faux. Le système visuel humain a évolué dans un monde où les objets se trouvent là où ils semblent être. La Fata Morgana viole toutes les hypothèses que le cerveau utilise pour interpréter la vision, et le cerveau ne dispose d'aucune alarme interne pour cette catégorie précise d'erreur. Le Sahara fabrique, par une chimie atmosphérique purement naturelle, une expérience impossible à distinguer d'une vision correcte du monde. Il place l'eau et l'abri à la limite du regard, juste assez loin pour obliger à les poursuivre, puis les retire seulement quand le gradient de température change et que la lumière cesse de se courber. Elle a un bilan mortel, et elle ne demande aucun mystère au-delà de la chaleur et de l'air. Et le numéro 7 est quelque chose qui devrait nous alarmer bien plus que ne le laissent entendre nos gros titres actuels. Le désert ne reste pas à sa place, et la vitesse de son expansion est bien plus inquiétante que ce que l'attention du public a jusqu'ici réellement mesuré. Depuis 1920, le Sahara a gagné environ 10% de superficie. Si l'on traduit ce pourcentage en territoire, cela devient plus concret. Une surface à peu près équivalente à celle du Texas est passée d'une terre semi-productive au désert en un peu plus d'1 siècle. La frontière sud du Sahara, une région appelée le Sahel, une bande de terre semi-aride qui traverse toute la largeur du continent africain, juste sous le bord du désert, se déplace régulièrement vers le sud. Des communautés qui vivaient hors de la marge du désert il y a 40 ans s'y trouvent désormais. Des puits qui approvisionnaient en eau des générations entières se sont asséchés. Des terres agricoles qui faisaient vivre des villages depuis des siècles se transforment en sable. La désertification, le processus par lequel une terre productive se change en désert, fonctionne selon un mécanisme de rétroaction qui, une fois enclenché, s'auto-entretient. Quand la végétation disparaît du sol, que ce soit à cause de la sécheresse, du surpâturage ou du défrichement, la terre mise à nu change sa relation avec la lumière du soleil. Un sol nu renvoie davantage de rayonnement solaire vers l'atmosphère qu'un sol couvert de végétation. Cela réduit les précipitations locales. La baisse des pluies empêche la végétation de se reconstituer. Davantage de sol nu apparaît. À chaque répétition du cycle, celui-ci s'aggrave. Chaque année, des dizaines de milliers de kilomètres carrés de terres productives sont perdus à cause de la désertification à l'échelle mondiale. Une part importante de ces pertes se produit dans le Sahara
et autour de lui. Plus de 40 pays sont actuellement touchés par l'avancée de la désertification. Et les populations les plus directement menacées, les familles du Sahel qui dépendent d'une agriculture de subsistance et de l'élevage, se comptent par centaines de millions. Il serait inexact de présenter cela comme une crise purement humaine. Le Sahara a oscillé entre phases humides et phases sèches tout au long de l'histoire géologique. Les archives scientifiques, extraites de carottes de sédiments de lacs anciens et de pollen fossilisés, confirment que le désert a été, selon les cycles, nettement plus vaste qu'aujourd'hui, mais aussi considérablement plus réduit, sous l'effet de changements liés à la mécanique orbitale de la Terre et au comportement des moussons. Une partie de l'expansion actuelle est naturelle, pas sa vitesse. Des études publiées au cours des 2 dernières décennies ont confirmé que l'avancée vers le sud de la frontière du Sahel se produit plus rapidement que ne pourraient l'expliquer à eux seuls les cycles orbitaux et climatiques. L'activité humaine, la pression démographique sur des terres marginales, l'intensification agricole sur des sols fragiles et les effets accélérés du changement climatique sur les pluies régionales compriment ce qui aurait pu, dans des conditions purement naturelles, prendre des siècles en quelques décennies. L'initiative de la Grande Muraille Verte de l'Union africaine, lancée en 2007, propose un corridor de végétation restaurée long de 8000 km, traversant toute la largeur de l'Afrique, du Sénégal à l'ouest jusqu'à Djibouti à l'est, afin de former une barrière vivante contre l'avancée du désert. D'après les évaluations récentes, environ 15% de la zone cible ont été restaurés. L'effort est réel, et l'ambition aussi. Reste à savoir s'il pourra aller plus vite que l'expansion qu'il tente de contrer, et à ce jour, la question demeure ouverte. Ce qui fait sortir cette entrée du simple récit environnemental, c'est un détail tiré du propre registre géologique du Sahara. La dernière fois que ce désert a connu une transformation à grande échelle, le passage du paysage luxuriant qu'il fut autrefois au désert que nous connaissons aujourd'hui, le changement n'a pas été progressif. L'analyse des carottes de sédiments les plus précisément datées décrit une bascule par à-coups, peut-être en l'espace de quelques siècles, peut-être plus vite encore. Un paysage qui abritait une mégafaune, des systèmes fluviaux fonctionnels et des établissements humains depuis des milliers d'années est devenu un désert en un temps qui, à l'échelle géologique, est presque instantané. Aucun avertissement progressif, aucune lente extinction. Les gens qui ont vécu cet effondrement n'en voyaient pas l'ensemble. Ils voyaient leur propre puits se tarir, leur propre pâturage échouer, leur propre village devenir invivable. Ce que nous pouvons voir aujourd'hui, grâce aux images satellites, aux carottes de sédiments et aux modèles climatiques, c'est le schéma d'ensemble. La seule question qui en découle, c'est de savoir ce que nous en faisons. Et la 6e place revient à un fait si contre-intuitif qu'il reconfigure complètement la façon dont vous imaginez ce continent. Il y a 11 000 ans, le Sahara était vert. Pas vert sur les bords, pas vert dans quelques poches isolées près des fleuves. Le plus grand désert chaud de la Terre était, d'environ 11 000 ans à environ 5 000 ans avant notre ère, recouvert de prairies, de forêts, de rivières et de lacs. Des hippopotames nageaient dans des mares situées là où il n'y a aujourd'hui rien d'autre que du sable emporté par le vent. Des crocodiles circulaient dans des réseaux fluviaux traversant des terres qui reçoivent aujourd'hui moins de 25 mm de pluie par an. Des éléphants, des girafes et du bétail paissaient sur des paysages qui comptent aujourd'hui parmi les surfaces les plus hostiles de la planète. Des poissons nageaient dans des lacs asséchés depuis des millénaires. Cette période est connue sous le nom de période humide africaine ou Sahara vert. Et les preuves ne relèvent pas de la spéculation. Elles existent dans 3 archives physiques indépendantes, produites chacune par une discipline scientifique différente, et chacune confirmant ce que les autres montrent. L'archive sédimentaire parle en premier. D'anciens fonds de lacs enfouis sous la surface saharienne conservent du pollen et de la matière organique provenant des plantes qui poussaient au-dessus.
Quand on analyse les carottes prélevées dans ces sédiments, on y trouve les signatures polliniques des graminées, des arbres et des plantes de zones humides, des espèces incapables de tolérer des conditions désertiques, dans des concentrations qui indiquent des communautés végétales vastes et bien établies. Des diatomées d'eau douce, organismes microscopiques photosynthétiques, apparaissent dans des carottes provenant d'endroits qui n'ont pas vu d'eau stagnante depuis des millénaires. Les eaux parlent en second. Des fossiles de grands animaux dépendant de l'eau ont été exhumés en profondeur dans le Sahara central. Restes d'hippopotames, os de crocodiles, perches du Nil, tortues d'eau douce. Ces animaux ne peuvent ni traverser un désert, ni y survivre. Leur présence dans les archives fossiles du Sahara central est sans équivoque. Ces lieux leur étaient autrefois habitables. L'art parle en troisième, et peut-être de la manière la plus saisissante. Dans les hauts plateaux du Tassili Nadjer, au sud de l'Algérie, des milliers d'images ont été peintes et gravées sur les parois rocheuses par les anciens habitants de la région. Ils ont peint ce qu'ils voyaient, des gens nageant et pêchant en eau libre, des troupeaux de bétail traversant la prairie, des chasseurs poursuivant le gibier dans la savane, des embarcations rondes sur les rivières. Une image montre une femme se penchant dans l'eau tandis qu'un hippopotame l'observe depuis les bas-fonds. Ces images se trouvent dans un terrain qui ne reçoit aujourd'hui presque aucune pluie et qui est entouré de centaines de kilomètres de désert. Les artistes n'inventaient rien, ils peignaient leur vie quotidienne. Ce qui a produit le Sahara vert, ce sont les mécanismes orbitaux, un changement de l'inclinaison axiale de la Terre et de sa géométrie orbitale qui a modifié la répartition de l'énergie solaire dans l'hémisphère nord, renforçant la mousson d'Afrique de l'Ouest et attirant l'humidité de l'Atlantique jusque dans l'intérieur du continent africain. À partir d'environ 6000 ans, la configuration orbitale s'est inversée. La mousson s'est affaiblie, les précipitations ont diminué. C'est là que l'archive sédimentaire devient réellement troublante. La transition n'a pas été lente. Les carottes les plus précisément datées indiquent que le passage du vert au désert s'est fait par à-coups. Certains chercheurs soutiennent que la transformation majeure a pris quelques siècles. D'autres, en lisant les archives à la plus haute résolution, suggèrent qu'elle a pu se produire encore plus vite, à l'échelle de générations humaines. Un paysage qui avait soutenu de grandes populations animales et des établissements humains pendant 6000 ans s'est transformé en désert, en ce qui a peut-être ressemblé, à l'échelle d'une vie, à quelque chose d'effroyablement proche de la soudaineté. Des descendants isolés du Sahara vert existent encore. De minuscules populations génétiquement distinctes de crocodiles du Nil ont été découvertes vivant dans des mares sahariennes reculées, sans aucune connexion avec un système fluvial, prisonnières du dessèchement qui a mis fin à leur monde il y a des millénaires. Ils sont toujours en vie, toujours en attente, d'une certaine manière, du retour de la pluie. Et à la 5e place, le ver du désert libyen, une découverte qui a commencé avec les bijoux d'un pharaon et s'est achevée par une boule de feu au-dessus du Sahara il y a 29 millions d'années. Éparpillée sur environ 6500 km² de la Grande Mer de Sable, près de la frontière entre l'Égypte et la Libye, il y a du verre. Pas du verre fabriqué, pas des marchandises de commerce, pas une couche archéologique. Du verre naturel, retrouvé en fragments allant de petits éclats à des blocs de plusieurs kilos, posés à la surface du désert et juste en dessous, sur une zone plus vaste que bien des pays européens. Il est jaune-vert pâle, translucide et d'une pureté extraordinaire, près de 98% de silice. Les géologues qui l'ont étudié en premier l'ont daté d'environ 29 millions d'années, des dizaines de millions d'années avant que les premiers ancêtres de l'être humain ne marchent sur Terre. Pour transformer du sable en verre, il faut des températures supérieures à 1800 degrés Celsius. Aucun processus naturel de surface n'atteint cela. La foudre crée du verre dans des conduits étroits appelés fulgurites, mais les quantités présentes ici, sur des milliers de kilomètres carrés, excluent totalement cette possibilité.
Les deux seuls événements naturels capables de produire le profil thermique nécessaire sont un impact direct de météorites qui laisse un cratère ou une explosion atmosphérique, la détonation d'un gros corps extraterrestre avant qu'il n'atteigne le sol, envoyant simultanément une onde de choc surchauffée vers le bas sur une vaste zone. Pendant des décennies, les chercheurs ont fouillé la région à la recherche d'un cratère d'impact, avec méthode et persévérance. Images satellites, relevés au sol, études sismiques, tout a été mené sur la zone touchée. Rien n'a été trouvé. Cette absence pointe fortement vers l'hypothèse de l'explosion atmosphérique. Un corps de roche ou de glace de taille importante entrant dans l'atmosphère terrestre et explosant en altitude, générant une impulsion thermique assez puissante pour vitrifier la surface du désert en dessous sur des milliers de kilomètres carrés en un seul instant. L'énergie en jeu serait, au minimum, comparable à celle de plusieurs armes nucléaires explosant simultanément au même endroit. 29 millions d'années ont passé. Le verre est resté dans le sable, intact. En 1922, Howard Carter ouvrit la tombe de Toutankhamon. Parmi les milliers d'objets découverts à l'intérieur se trouvait un pectoral, un ornement porté sur la poitrine, dont le centre contenait un scarabée sculpté, symbole de transformation et de renaissance solaire dans la religion égyptienne. Pendant des décennies après la découverte, le scarabée fut catalogué comme de la calcédoine pâle sculptée ou une pierre semi-précieuse similaire. En 1998, le minéralogiste italien Vincenzo De Michele fit réexaminer la pièce à l'aide de méthodes d'analyse modernes. Le scarabée était taillé dans du verre du désert libyen. Il y a 3300 ans, un artisan des ateliers royaux de l'Égypte antique a sculpté l'image la plus chargée de sens de leur vocabulaire religieux dans une matière née d'une explosion cosmique survenue 29 millions d'années plus tôt. Comment le verre a été trouvé? Comment il a été transporté sur des centaines de kilomètres à travers le désert profond jusqu'aux ateliers royaux? Pourquoi il a été choisi plutôt que l'or, le lapis lazuli ou la cornaline? Pourquoi il a été taillé précisément en forme de scarabée, symbole de renaissance et de transformation divine, puis placé sur la poitrine d'un pharaon? Rien de tout cela n'est consigné dans un texte parvenu jusqu'à nous. Seul l'objet a survécu, exposé au musée égyptien du Caire, sans répondre à aucune de ces questions. Quoique les anciens Égyptiens aient cru que cette matière était, ils pensaient qu'elle méritait d'être conservée dans le contexte le plus sacré qu'ils pouvaient lui offrir. Le désert a enseveli les preuves d'une catastrophe. Une civilisation les a retrouvées, les a sculptées, puis les a placées sur un dieu roi. Ensuite, le désert a tout recouvert à nouveau pendant 3000 ans, jusqu'à ce qu'un archéologue, lampe à la main, baisse les yeux dans une chambre scellée et le voit scintiller dans l'obscurité. Et à la 4e place, la structure de Richat, un cercle parfait de 50 km de diamètre, gravé dans le plateau saharien que les agences spatiales ont utilisé comme repère de navigation et que certains chercheurs estiment correspondre à la description de l'Atlantide avec plus de précision que n'importe quel autre endroit sur Terre. Vue depuis le sol, la structure de Richat en Mauritanie n'a rien d'extraordinaire. Des crêtes rocheuses rougeâtres, de faibles vallées érodées, rien qui attire vraiment l'attention. Traversez-la à pied et vous ne devineriez jamais que vous vous trouvez à l'intérieur de quelque chose d'inhabituel. Mais lorsque les astronautes des premières missions spatiales ont observé le continent africain depuis leur hublot, un élément a sauté aux yeux plus que tout le reste visible à la surface. Un ensemble d'anneaux concentriques, presque parfaitement circulaires, d'environ 50 km de diamètre, posés sur le plateau saharien avec une précision géométrique qui n'avait aucune explication naturelle évidente. Ils ont commencé à s'en servir comme point de repère fiable pour la navigation. L'œil du Sahara, comme on l'a appelé, se distinguait suffisamment de tout le reste visible depuis l'orbite pour fixer une position avec une précision inhabituelle.
La première hypothèse évidente, c'était l'impact d'une météorite. Géométrie circulaire, structure en anneaux concentriques, dôme central, le profil correspondait de très près aux formations d'impact connues. Les géologues sont arrivés en s'attendant à trouver les signatures classiques. Du quartz choqué, une anomalie en iridium dans les couches sédimentaires, des cônes de percussion dans le socle rocheux. Ils n'ont rien trouvé de tout cela. Rien du tout. Les preuves physiques qu'un impact extraterrestre à grande vitesse aurait laissé dans la roche étaient totalement absentes sur l'ensemble de la structure. L'explication de remplacement, et la position scientifique dominante actuelle, c'est que la structure de Richat est un dôme géologique profondément érodé. Du matériau en fusion remontant depuis le manteau a créé une bosse en forme de dôme dans la croûte, ensuite sculptée par des millions d'années d'érosion en anneaux concentriques de roches de dureté différentes. Les couches mises à nu à l'intérieur de la structure comprennent des roches datant de près de 500 millions d'années. La géologie est, dans les grandes lignes, compatible avec cette interprétation. Et maintenant, c'est là que l'histoire change complètement de nature. Au IVe siècle avant notre ère, le philosophe grec Platon a écrit 2 textes, Timée et Critias, décrivant une civilisation qu'il appelait l'Achantide. Il décrivait sa capitale comme construite selon un plan circulaire, avec des anneaux concentriques alternés de terre et d'eau s'étendant vers l'extérieur depuis une île centrale surélevée, entourée d'une vaste plaine située dans l'océan au-delà des colonnes d'Hercule, le nom grec antique du détroit de Gibraltar. Cette civilisation était un grand empire naval. Elle a été détruite en un seul événement catastrophique, mêlant feu et eau, puis engloutie. La structure de Richat se trouve à l'ouest du détroit de Gibraltar. Elle présente des anneaux concentriques. Elle possède un relief central surélevé. Elle repose sur une plaine plate, le plateau saharien. Pendant la période du Sahara vert, la région environnante était humide, un paysage de lacs, de rivières et de terres habitables. Les chercheurs qui ont converti les mesures données par Platon pour la limite extérieure de l'Atlantide en anciennes unités grecques de longueur obtiennent une valeur comprise entre 42 et 44 km. Le diamètre extérieur de la structure de Richat est d'environ 43 km. Pensez-vous que cette correspondance soit une coïncidence ou qu'elle mérite une enquête plus sérieuse que celle que l'archéologie traditionnelle lui a accordée? Donnez votre avis dans les commentaires. C'est l'un de ces sujets sur lesquels des personnes réellement compétentes ne sont pas d'accord, et la discussion vaut la peine d'être menée. Aucun scientifique crédible n'appelle la structure de Richat les ruines de l'Atlantide. La position dominante est claire, c'est un dôme érodé. Le récit de Platon contient des éléments qui résistent à une interprétation historique littérale. L'Atlantide est peut-être une pure invention littéraire, mais la géométrie est là. L'emplacement est là. Les mesures tombent dans la fourchette des estimations antiques. Les conditions environnementales décrites par Platon, une civilisation fertile près d'une grande plaine, bâtie sur une structure circulaire, existaient dans cette région pendant la période humide africaine. Rien de tout cela ne constitue une preuve. Rien de tout cela n'a été entièrement élucidé. L'œil du Sahara fixe le ciel depuis le sol du désert, conservant sa géométrie impossible, sans offrir la moindre explication, attendant une question à laquelle il sera peut-être enfin prêt à répondre. Et la 3e place revient aux Garamantés, une civilisation qui a littéralement creusé sa voie jusqu'au cœur du Sahara, bâti un empire au milieu du désert, et qui a fini détruite par le même sol qu'elle avait conquis. Il y a 2500 ans, dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest de la Libye, il y avait des villes, des bâtiments permanents, des rues pavées, une administration organisée. On y trouvait des fermes produisant du grain, du raisin, des olives et des figues, dans un paysage qui, aujourd'hui, ne reçoit presque aucune pluie. Des routes reliaient les villages entre eux, et des axes commerciaux s'étendaient vers le nord jusqu'à la Méditerranée et vers le sud à travers l'Afrique subsaharienne. À leur apogée,
Les Garamantais comptaient parmi les civilisations les plus avancées techniquement du monde antique, rapportées à leur environnement, et leur environnement, c'était le Sahara. Leur civilisation occupait la région du Fezzan, en Libye, approximativement de 500 avant notre ère à 700 de notre ère. 12 siècles de vie urbaine continue dans l'un des endroits les plus pauvres en eau de la planète. Leur survie, puis leur prospérité, reposait entièrement sur une seule prouesse d'ingénierie, un système hydraulique sans équivalent à l'échelle de leur culture dans le monde antique. Ce système s'appelait les Foggara. Un réseau de tunnels creusés à la main courait horizontalement dans la roche sous le désert, captant les couches géologiques aquifères et acheminant l'eau souterraine vers la surface grâce à des pentes soigneusement calculées. Chaque tunnel était assez étroit pour qu'une seule personne puisse y travailler à la fois. Des puits verticaux reliant les galeries à la surface étaient creusés à intervalles réguliers pour permettre l'accès et l'évacuation des déblais. Certains tunnels s'étendaient sur des dizaines de kilomètres sous le désert, taillés dans la pierre sans instruments de relevé moderne, sans explosifs, sans autre lumière qu'une lampe dans un étroit conduit souterrain. Les images satellites et les relevés de terrain réalisés au cours des dernières décennies ont désormais cartographié ce que les Garamantes ont construit avec suffisamment de précision pour en mesurer l'ampleur réelle. Plus de 30 000 puits individuels ont été identifiés. Plus de 1000 kilomètres de tunnels. Le tout creusé à la main avec des outils en fer, dans l'obscurité, pendant 12 siècles. L'eau qui remontait à la surface grâce à ce système alimentait une économie agricole capable de faire vivre des villes permanentes. La capitale garamante, Germain, avait des rues, des bâtiments publics, des tombeaux monumentaux pour ses souverains et des objets romains importés, amphores, verreries, céramiques décorées, bijoux. Les historiens romains mentionnaient les Garamantes dans les rapports des généraux et les récits des marchands. Ils figuraient à la fois comme des adversaires militaires suffisamment sérieux pour justifier des expéditions et comme des partenaires commerciaux assez actifs pour apparaître régulièrement dans les registres marchands. Ils n'étaient pas une simple note de bas de page dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Ils étaient une puissance régionale au cœur d'un réseau commercial qui s'étendait sur tout le continent. Leur approvisionnement en eau n'était pas infini. Le système des Foggara fonctionnait en puisant dans une eau fossile, de l'eau stockée dans la roche depuis la période du Sahara vert, accumulée sous terre des milliers d'années avant même l'existence des Garamantes. Il n'y avait pratiquement aucun renouvellement. À mesure que la population augmentait et que l'agriculture s'étendait, les prélèvements dépassaient les apports et la nappe phréatique a commencé à baisser. Les Garamantes ont réagi comme toute civilisation d'ingénieurs l'aurait fait. Ils ont creusé plus profond, prolongé les tunnels, relié de nouvelles sections de la même réserve souterraine. L'aquifère a continué de s'abaisser. Quelque part entre le 6e et le 7e siècle de notre ère, les établissements périphériques ont commencé à être discrètement abandonnés. Aucun événement cataclysmique unique n'a mis fin à la civilisation garamante. Aucune guerre, aucune peste, aucune cause externe clairement identifiée n'a été mise en évidence par les archéologues qui étudient le site. Ce que montrent les traces, c'est une société qui a manqué d'eau progressivement, puis d'un seul coup. Les fermes se sont asséchées, les tunnels se sont effondrés, le sable a recouvert les rues. Lorsque des explorateurs européens ont découvert des ruines dans le Fezzan au XIXe siècle, les vestiges en surface faisaient penser à un simple campement perdu dans le désert. Ce n'est qu'avec la photographie aérienne, au XXe siècle, que les chercheurs ont commencé à comprendre ce qui se trouvait réellement là, en voyant les tracés des Foggara découpés dans la roche sous la surface. Un empire qui avait dompté le Sahara pendant 12 siècles, englouti par le même désert qu'il avait vaincu, ne laissant presque rien de visible au-dessus du sol pour prouver qu'il avait jamais existé. La forme de cette fin est dérangeante, précisément parce qu'elle nous semble si familière. Une civilisation bâtie sur une ressource souterraine limitée
qui s'étend jusqu'à épuiser cette ressource, sans plan pour l'après. Les garamantes n'avaient aucun moyen de voir la nappe s'abaisser. Nous avons des capteurs, des satellites et des modèles hydrologiques capables de le suivre en temps réel. Nous n'avons pas l'excuse de l'ignorance. Et le numéro 2 nous emmène à Wadi al-Hitan, la vallée des baleines, une étendue sèche et plate du désert égyptien à environ 150 km du Caire, recouverte d'ossements de créatures marines. Wadi al-Hitan est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO dans le désert occidental de l'Égypte. Le lieu est pâle, silencieux, presque banal à première vue, jusqu'au moment où l'on marche sur son sol et qu'on comprend ce qu'on foule du regard, des squelettes, des centaines, des côtes qui émergent du sable, des vertèbres grosses comme des assiettes, à moitié enfouies dans un grès couleur crème, des crânes plus grands qu'une personne assise, polis par l'érosion du vent, exposés à ciel ouvert sous le soleil du Sahara. Chaque squelette de la vallée appartient à une baleine. Ces animaux vivaient ici il y a environ 37 à 40 millions d'années. Ils ne sont pas morts dans un désert. Ce sol était alors le fond de la mer de Tétis, un océan ancien qui recouvrait autrefois une grande partie de ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. La région qu'on appelle aujourd'hui le désert occidental de l'Égypte était alors sous l'eau. Les baleines y nageaient, s'y nourrissaient, s'y affrontaient et y mouraient. À leur mort, elles coulaient jusqu'au fond marin. Les sédiments les ont ensevelies lentement, couche après couche. Pendant des dizaines de millions d'années, la mer s'est retirée, le fond océanique s'est soulevé, le climat a changé, le Sahara s'est formé et le vent a commencé à arracher les couches de roches sédimentaires qui maintenaient les eaux en place. Finalement, les eaux eux-mêmes, trop denses pour s'éroder au même rythme que la matière alentour, ont fini par apparaître à la surface, sous un ciel qu'ils n'avaient jamais vu, dans un désert qui n'existait pas encore lorsque leurs espèces vivaient. Ce qui rend Wadi al-Hitan scientifiquement irremplaçable, ce n'est pas seulement la quantité de fossiles, ni leur état de conservation exceptionnel. C'est ce que révèlent les squelettes lorsqu'on les examine dans le détail anatomique. Ce ne sont pas des baleines modernes. Elles appartiennent à deux espèces disparues, Basilosaurus et Dorudon, issus d'un groupe ancien appelé les archéocètes. Et elles ont des pattes. Pas de simples vestiges enfouis profondément dans les tissus, invisibles de l'extérieur. De véritables membres postérieurs, structurellement complets, fémur, tibia, péroné, os du pied, phalanges, tous articulés et conservés dans la pierre. Un animal long comme un bus scolaire, avec la silhouette allongée d'une créature marine, mais doté de membres arrière pleinement développés. Ces membres sont la trace physique des baleines au cœur de l'une des transitions évolutives les plus spectaculaires de l'histoire des vertébrés, le passage du mammifère terrestre à l'animal marin. Les ancêtres terrestres des baleines modernes marchaient sur quatre pattes il y a environ 50 millions d'années. La transition complète vers la vie aquatique a pris à peu près 15 millions d'années d'évolution. Pendant longtemps, ce processus n'a été qu'inféré à partir d'indices génétiques et de fragments fossiles épars. Wadi al-Hitan a livré des spécimens complets au moment anatomique précis de cette transition, assez d'individus conservés avec assez de détails pour étudier directement les mécanismes de la transformation. Les os des pattes sont dans la pierre, à l'air libre, depuis près de 40 millions d'années. La découverte que les baleines descendent de mammifères terrestres n'avait rien d'évident avant que ces preuves n'existent. Quiconque visite la vallée et marche lentement en observant le sol du désert peut voir cette démonstration de ses propres yeux. Ce n'est pas derrière une vitre, ce n'est pas reconstitué, c'est là, tout simplement. Wadi al-Hitan a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005. Cette reconnaissance a consacré quelque chose qu'on oublie souvent quand on parle d'anomalie et de mystère. Tout ce que le Sahara a de remarquable n'est pas forcément inexplicable.
Une partie n'est que le témoignage physique direct du temps profond, de l'océan qui a précédé le désert, des créatures qui y vivaient, de la transformation continue d'une planète qui ne garde jamais une seule forme bien longtemps. Tenez-vous au bord de la vallée, dans la lumière basse du petit matin, quand les ombres dans les eaux exposées accrochent l'angle du soleil et que les crânes de baleines à moitié sortis du grès semblent, l'espace d'un instant, sur le point de refaire surface. L'océan a disparu. Elles sont restées. Et à la première place, le système aquifère des Grénubiens. Sous la surface la plus aride de la Terre, il y a un océan d'eau ancienne, et nous sommes déjà en train de le vider. Sous le Sahara, à cheval sur les territoires de la Libye, de l'Égypte, du Soudan et du Tchad, se trouve le plus grand aquifère d'eau fossile connu de la planète. Le système aquifère des Grénubiens occupe environ 2 millions de kilomètres carrés de roches souterraines, une superficie qui approche celle de l'Europe occidentale, et renferme, selon les estimations, 150 000 kilomètres cubes d'eau douce. Pour rendre ce chiffre plus concret, la mer Rouge contient environ 230 000 kilomètres cubes d'eau. L'aquifère sous le Sahara en renferme près des 2/3. Pas un filet d'eau, pas une simple trace d'humidité dans la roche. Une mer enfermée sous terre, juste sous le plus grand désert du monde. Cette eau a une histoire qui compte énormément pour la suite. Elle n'est pas arrivée par un processus récent. Elle s'est accumulée pendant le Sahara vert, il y a environ 5 000 à 10 000 ans. Lorsque la mousson d'Afrique de l'Ouest poussait les pluies profondément à l'intérieur du continent africain et que le désert était un paysage de rivières et de lacs. La pluie tombait sur la surface saharienne, s'infiltrait dans le sol, descendait à travers le grès et s'accumulait pendant des millénaires dans les couches rocheuses en dessous. Quand le climat a changé et que les pluies ont cessé, l'aquifère est devenu un système fermé. Aucun fleuve ne s'y rattache. Aucune pluie de surface significative ne l'alimente à un rythme réellement utile. Les hydrogéologues décrivent l'eau qu'il contient comme de l'eau fossile, une pluie ancienne, prisonnière d'une pierre ancienne, dans l'obscurité, sans être dérangée. Dans certaines zones, l'eau la plus vieille aurait précipité il y a entre 14 000 et 35 000 ans. Cette eau était là bien avant l'existence du premier pharaon égyptien. En 1984, la Libye a commencé à l'extraire. Le grand fleuve artificiel, officiellement le plus vaste projet d'infrastructure de transport d'eau de l'histoire humaine, est un réseau de pipelines dont certains atteignent 4 mètres de diamètre, construit à travers le désert libyen pour pomper l'eau depuis forêts dans l'aquifère des Grénubiens et l'acheminer vers le nord jusqu'aux villes côtières et aux régions agricoles. La construction a pris des décennies. Les coûts ont atteint des dizaines de milliards de dollars. Lorsque les principales phases sont entrées en service, le projet fournissait plusieurs millions de mètres cubes d'eau douce chaque jour à une population qui dépendait jusque-là presque entièrement du dessalement et des ressources importées. L'exploit d'ingénierie est réel, considérable et extraordinaire. Le problème qu'il contient l'est tout autant. Les hydrogéologues utilisent le mot « extraction minière » pour décrire ce qui arrive à l'aquifère des Grénubiens. Pas gestion, pas utilisation, extraction minière. Parce que ce qui est prélevé est limité, accumulé sur une période qui ne se répétera pas à l'échelle d'une vie humaine et ne reviendra pas une fois disparue. Au rythme d'extraction actuel, les modèles indiquent que les parties occidentales les plus sollicitées de l'aquifère pourraient subir un épuisement important d'ici quelques décennies. Les délais varient selon les études. La direction, dans aucune d'entre elles, n'a quoi que ce soit de rassurant. L'aquifère ne se rechargera pas. La pluie qui l'a rempli est tombée avant même le début de la civilisation écrite. La Libye n'est pas le seul pays à puiser dans ce système. L'Égypte, le Soudan et le Tchad y prélèvent eux aussi, chacun poussé par ses propres besoins démographiques et ses priorités de développement. Il n'existe aucun cadre international commun pour gérer cet aquifère.
4 pays puisent dans une réserve commune, irremplaçable, sans plan coordonné pour le moment où elle deviendra dangereusement faible. Voilà ce qui place ce sujet à la première place. Des chercheurs qui étudient l'aquifère des Grénubiens dans le contexte de la période humide africaine ont identifié quelque chose qui mérite d'être parmi les sujets les plus débattus de la science environnementale mondiale. L'eau fossile stockée dans cet aquifère, si elle était gérée dans le cadre d'un plan coordonné plutôt que par les projets nationaux concurrents qui la consomment aujourd'hui, pourrait théoriquement soutenir une restauration agricole à grande échelle des terres sahariennes. L'eau utilisée pour irriguer la végétation augmente les pluies locales grâce à la transpiration des plantes. Plus de pluie soutient plus de végétation. Plus de végétation génère davantage d'humidité atmosphérique. Une boucle de rétroaction auto-entretenue, une fois enclenchée et suffisamment vaste, pourrait se développer. La physique préliminaire d'un programme volontaire de reverdissement du Sahara alimenté par l'aquifère nubien a été modélisée. Elle n'a rien d'absurde. Autrement dit, l'eau laissée par la dernière époque où le Sahara était vert pourrait être exactement suffisante pour commencer à le reverdir à nouveau. Le désert contient en lui-même la ressource précise dont sa propre transformation aurait besoin. Une seule fois, irremplaçable, tapis dans l'obscurité sous le sable, en train de diminuer silencieusement. Chaque litre pompé aujourd'hui pour les villes côtières est un litre qui ne sera pas disponible demain pour un éventuel projet de restauration. Et les pompes tournent, en ce moment même, sans interruption, dans l'obscurité sous le plus grand désert de la Terre, en drainant une pluie tombée à une époque où aucune civilisation humaine n'existait pour la voir tomber. Le Sahara n'est pas ce qu'il semble être. Il n'est pas vide. Il n'a jamais été vide. Il porte le temps dans sa roche, la mémoire dans ses fossiles, une géométrie étrange à sa surface et un océan dans l'obscurité sous ses pieds. Il est là depuis des millions d'années. Il a connu des jours plus humides. Et quoi que nous décidions de faire de ce qu'il contient, le désert sera encore là, longtemps après que la décision aura été prise. Patient, indifférent et immense au-delà de tout ce que nos catégories ont été conçues pour décrire.